Bonjour à tous. Alors, Géraldine Cosno, en fait, j'ai pas de support de slide, donc il va falloir m'écouter. Non, je me présente en 2 mots. Je travaille depuis une quinzaine d'années dans le digital. Je vais vous parler de 2 de mes expériences en particulier, qui va faire écho à ce qu'on a entendu précédemment. Le voyage, d'une part, puisque j'ai travaillé pendant 12 ans chez promovacances.com. J'en étais la directrice marketing. Et puis, plus récemment, chez DIM, en fait, où j'ai monté l'activité e-commerce, donc du retail, où effectivement, l'omnicanal était plus qu'un mythe, mais bel et bien une réalité. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, on va déjà présenter peut-être ProVacances, voilà, plus concrètement, même si peut-être vous le connaissez au moins de nom. ProVacances, en fait, c'est le numéro 1 français de la vente de séjours sur Internet. Donc, c'est un acteur pure player et historique d'une quinzaine, qui est lancé il y a une quinzaine d'années et qui appartient au groupe Caravelle. Groupe Caravelle parce qu'en fait, il y a pas mal de différentes marques de voyage qui chacune ont un positionnement différent. Oui, je suis beaucoup plus petite que les gens avant moi, donc on ne me voit pas. Non. Vous ne me voyez pas derrière l'ordinateur, je pensais. Voilà, avec des positionnements, des messages adressés de manière différente et pour mieux répondre aux attentes d'un consommateur et lui donner confiance dans la réponse qu'on va pouvoir apporter à ces interrogations. En fait, le voyage a quand même une grande spécificité, c'est que c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Alors, ça s'évalue déjà très bien par le niveau de pression des enchères sur Google. C'est généralement un très très bon indicateur. Et puis par le nombre d'annonces que l'on peut voir. Mais on sait aussi dire que le nombre de requêtes qui sont effectuées par les consommateurs sur Internet, puisque c'est la principale source de recherche d'informations, hein, c'est quand même Google. On est un petit peu Google addict, tous autant que l'on est, il faut être très clair. Et il y a un nombre de recherches effectuées chaque mois qui est juste considérable. Donc forcément, ça donne envie à pas mal d'acteurs et des idées, à pas mal d'acteurs d'apporter des solutions. Donc la pression étant très forte sur ces enchères, ça apporte des marges extrêmement faibles. Les marges extrêmement faibles sur le secteur montrent également, enfin vont forcément induire derrière d'avoir une véritable intelligence sur la gestion et la promesse d'une part du prix. Forcément, quand on s'appelle Promo Vacances, on a une véritable promesse sur le prix, mais aussi sur l'équilibre et que le modèle économique soit capable de tenir. La spécificité de Promo Vacances, d'une part, vraiment en 5 points clés, c'est qu'ils ils sont, toujours du mal à me dissocier, producteurs et distributeurs de ces voyages. Producteurs parce que c'est eux qui construisent le voyage en tant que tel et donc qui s'engagent concrètement sur le départ d'un avion. Je vous expliquerai concrètement ce que cela signifie d'un point de vue financier, mais aussi distributeurs. Ce qui permet d'apporter plus de choix. On verra en effet, et pour répondre à la présentation précédente, effectivement, en quoi je suis complètement d'accord, l'offre est attractive, hein, proposer plus de choix est attractif, et pour autant, ça peut très vite devenir un piège si cette offre ne sert pas à être pour apporter une meilleure réponse, mais de manière simple et fluide, sans stress. Par définition, c'est quand même les vacances, hein, on est censé ne pas avoir de stress, donc on va éviter d'en recréer dans la réservation de ces vacances. Mais c'est néanmoins un point essentiel en termes d'attractivité parce que chacun veut avoir ses propres vacances et certainement pas les vacances d'un autre. Donc, quand on propose ou quand on annonce ou quand on voit qu'il y a du choix, on se dit super, je vais pouvoir avoir mes propres vacances telles que moi je les imagine et pas celles de monsieur tout le monde. Au-delà peut-être de l'offre, est-ce que tu peux décrire un petit peu les canaux que Promo Vacances a mis en place, donc comment elle distribue cette offre, comment elle contextualise cette offre auprès de ses consommateurs? Exactement. En effet, au-delà d'avoir une offre attractive, Promo Vacances a donc, enfin, ou large en tout cas, Promo Vacances propose ses réservations au travers de 4 canaux de vente. Le web, bien sûr, donc on peut réserver sur Internet. On peut aussi appeler pour avoir un conseiller en ligne et pouvoir faire sa réservation en ligne. Mais il y a aussi un réseau d'agences physiques, une trentaine d'agences physiques. Alors c'est rigolo parce que forcément, un pure player qui descend dans la rue pour proposer ses voyages. Ce sont des choix de canaux qui répondent à des attentes et à des profils différents, forcément. Ce n'est pas pour répondre de manière globale, tous les canaux ne sont pas utiles, hein, mais néanmoins, chacun répond à un type de séjour acheté, à un délai par rapport à la date de départ. Si vous partez demain, vous n'avez pas forcément les mêmes attentes en termes de canal et de réactivation que si vous partez dans 3 mois. Vous n'avez pas les mêmes questions, vous ne posez pas les mêmes questions.
D'autre part, sur le web, le canal de réservation web se découpe en deux. On peut faire une pré-réservation et demander à être recontacté derrière. Donc, on bloque une option sur ce voyage. On est recontacté ensuite, en effet, parce que néanmoins, ça ne suffit pas. Ou on est sûr de soi et on fait son achat directement en ligne. Donc, ça fait 4 canaux finalement. Et donc, chacun de ces canaux, en effet, a des taux de conversion qui sont radicalement différents. On passe de moins de 1% sur le digital, quelqu'un qui fait sa réservation en totalité. Rappelons qu'il y a plus de 5 millions de visiteurs uniques chaque mois sur le site de Promo Vacances, à plus de 30% de taux de conversion dans une agence physique. Alors, vous allez me dire, il faut ouvrir plein d'agences. On convertira mieux. Non, parce qu'il y a des personnes qui ne sont absolument pas prêtes à venir en agence. Ils ne le souhaitent pas. Pour eux, ça peut être une perte de temps. Ou au contraire, ils veulent initier leur réservation et leur recherche, surtout sur Internet, parce qu'on peut le faire n'importe quand, de n'importe où, à n'importe quelle heure de la journée, au fond de son canapé, ou même entre midi et 2, pour être politiquement correct. Quand on est au bureau, évidemment, on ne le fait pas en dehors de ces horaires-là. Mais par contre, en sortant du bureau, on sera content de pouvoir aller chercher son billet dans l'agence qui est près de chez soi. Donc ça, c'est en effet un point qui est important. Pour la petite histoire, en effet, sur le site Promo Vacances, on a le choix entre 10 000 voyages. Alors 10 000, ça peut paraître énorme, mais effectivement, quand on démultiplie le nombre de dates de départ, le nombre d'options, le nombre d'hôtels, il faut voir en effet qu'un hôtel, un hôtel de 50 chambres, il n'a que 50 chambres, et pour pouvoir répondre à une demande extrêmement grandissante, il faut ouvrir de plus en plus, ou en tout cas contractualiser avec de plus en plus d'hôtels différents pour un même type de voyage, ce qui fait que ça élargit l'impression de choix, mais c'est le même type de voyage en tous les cas qui est proposé, pour répondre à ce qu'on se disait tout à l'heure. Alors pour revenir sur cette histoire d'agence, parce que ça peut vous paraître étonnant, Promo Vacances, un pure player, construit des agences, comment est-ce qu'on évalue finalement ce modèle économique, et puis surtout, par rapport aux différences de taux de conversion qu'on a pu voir ensemble, comment est-ce qu'on a pu optimiser cette stratégie omnicanal et sur quel type de critères. Déjà, il faut voir que 80% des démarches de recherche, de réservation d'un voyage ont été initiées sur le web. Et quasiment 80% d'entre elles se sont terminées par un contact humain. Pas forcément physique, mais au moins au téléphone. Il y a obligatoirement et évidemment de l'humain qui est nécessaire dans la relation de la réservation d'un voyage. Pourquoi ? Un voyage, c'est avant tout de l'émotionnel. C'est un achat émotionnel. On n'achète pas une chambre d'hôtel, on n'achète pas qu'un emplacement ou qu'une plage. On achète des souvenirs, on achète du beau temps. Si je vous racontais le nombre de litiges qu'on a pu avoir parce qu'il n'a pas fait assez beau et que madame n'est pas revenue assez bronzée. Oui, si tant est bien qu'on a du coup contractualisé et créé une assurance voyage, une assurance soleil. Parce que ça rassurait le consommateur de pouvoir se dire je prends mon assurance soleil, j'ai une garantie d'avoir du soleil, ou en tout cas je serai remboursé si. Oui. C'est un achat qui est donc parfaitement intangible et on doit être capable de jouer avec ça en tout cas, de jouer, d'aménager ce qu'il y a autour. Donc on disait 80% environ des ventes à des actes de réservation démarrent sur le web, 80% se terminent néanmoins avec un besoin d'un contact humain parce qu'on est sur un achat extrêmement émotionnel et intangible. Donc pour ça, comme ces recherches démarrent sur un canal et se terminent sur un autre et qu'on a le choix entre 4, alors après on peut aussi rajouter des canaux de relationnels de type SMS, email, chat dont on parlait tout à l'heure. Je suis complètement d'accord, c'est des choses qui réapparaissent parce que c'est pas nouveau, mais qui réapparaissent de manière ciblée, en temps réel et de manière beaucoup plus pertinente. Vous savez, quand vous rentrez dans un magasin, souvent, il y a une jeune femme qui vous dit si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Elle ne vient pas de manière intrusive, elle se fait identifier. Mais en tout cas, c'est rassurant. Vous savez où elle est et qu'elle est là et disponible pour répondre à vos questions à votre service. Le chat, c'est un petit peu de la même manière. Et à plusieurs reprises, on a pu, au travers de nombreux tests, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles, je ne vous remettrai pas un guide à la fin pour vous dire voilà, c'est comme ça que l'optimisation des canaux marche. Déjà parce que chacun doit se faire sa propre règle des ratios.
rien n'est vrai dans le temps. Ça fait 15 ans que je travaille sur le web, je peux vous dire que je me suis contredit un paquet de fois dans le temps et qu'une décision qui avait été prise 2 ans avant, même si elle paraissait être la bonne et qu'elle était a priori, d'après les chiffres que l'on avait, 2 ans plus tard, il fallait être capable de remettre en cause ses choix et ses arbitrages parce que c'est le consommateur et rien que le consommateur, de par son comportement et donc l'analyse statistique de l'optimisation des conversions par des tests, tout simplement, qui nous a permis d'optimiser au fil du temps une expérience d'achat sans stress. Sans stress, une fois de plus, parce que quand on vend des voyages, on vend justement une expérience sans stress, donc on va essayer de le faire dès le départ. Donc, comme je le disais, effectivement, on va devoir optimiser ce tunnel, ce funnel de conversion, à partir du moment où l'internaute pousse la porte du magasin, de l'agence, décroche son téléphone ou rentre sur le site internet, tout en sachant que chaque canal, donc on l'a dit, n'a pas les mêmes taux de conversion. Déjà, il y a un point important, le type de voyage n'implique pas du tout la conversion et les attentes de la même manière. Je prends un exemple, quand vous réservez une croisière ou quand vous réservez un week-end dans le sud de la France, vous ne vous posez pas du tout les mêmes questions et il n'y a pas le même niveau d'appréhension. Vous n'avez pas non plus le même âge. Même si les croisières, c'est très sympathique, c'est effectivement une moyenne d'âge un petit peu plus élevée, même si ça tend à se rajeunir. Et donc, l'accompagnement n'est pas attendu de la même manière. Et puis, c'est vrai qu'on parlait d'un taux de conversion beaucoup plus élevé en agence, alors pourquoi pas ouvrir beaucoup d'agences. Alors, on le verra plus tard, peut-être dans la mode, dans le retail. Il n'y a aucun magasin, comme aucune librairie qui serait capable de proposer les fameux 15 millions de romans ou même les catalogues pour 10 000 voyages ou même la totalité des tailles, des couleurs et des produits disponibles d'une marque. Donc effectivement, on recherche sur Internet et on souhaite pouvoir, notamment dans la mode, parfois, on préfère venir vérifier en vrai et le réserver dans le monde réel, quoi. Vous avez ouvert une trentaine d'agences, je crois. Comment finalement, est-ce qu'une agence va être mesurée seulement à sa performance intrinsèque, c'est-à-dire au nombre de devis qui sont signés dans l'agence, ou est-ce que ça a un impact aussi finalement sur ce qui peut se passer online, ce qui peut se passer par téléphone? Donc comment finalement ça vient enrichir peut-être les autres canaux? Alors c'est un point qui est très rigolo. En effet, on a testé à l'époque où bon nombre d'agences de voyage fermaient. Pro Vacances ouvrait des agences dans la rue. Alors, c'était un peu bizarre. Pour autant, on s'est aperçu de 2 choses. On a testé, on n'en a pas ouvert 30 du jour au lendemain. On a ouvert une agence pour voir effectivement déjà quels étaient les types de consommateurs qui avaient poussé la porte, le type de voyage, les voyages, le mix produit finalement qui est attendu et demandé n'est pas les mêmes en agence physique. Et puis, il faut voir qu'on a pu lire que dans la zone de chalandise de l'agence, on améliorait les ventes. Pas parce qu'ils venaient, parce qu'ils étaient rassurés de savoir qu'il y avait une agence. À une époque, mais je pense qu'on a tous au fond de nous quand même ce petit souvenir, on se disait oh là là, ouais, mais alors si j'ai un problème, quand j'achète sur Internet, je sais, il n'y aura plus personne pour me répondre, je n'arriverai jamais à me faire rembourser ou à régler mon problème, c'est pas possible. Le simple fait d'avoir une agence près de chez eux, dans une zone de chalandise à définir, a amélioré les ventes sur la base de prospects et de clients de la région. Et du coup, on l'a évidemment intégré au ROI de cette agence. On connaît le prix des loyers, des salaires nécessaires pour pouvoir offrir un service et un contact aux clients. On a également pu héroïser, faire le retour sur investissement de par cet effet positif. Bon, sans compter que c'est une affiche en permanence du point de vue publicitaire qui est présente dans la rue, si on veut y aller par là. D'accord. Et donc ça veut dire que vous avez à un moment donné pris en compte dans votre évaluation finalement l'ensemble des revenus et l'ensemble des coûts, sans garder finalement une vision combien me rapporte le web ou combien me rapporte l'agence, c'est quels sont les effets bénéfiques finalement de marier les différents canaux les uns avec les autres. Surtout pas de silo. Je rejoins complètement la conclusion de la présente présentation. Et ça, de toute façon, quand on dit qu'il y a 80%
des réservations qui commencent sur le web, mais 80% qui se finissent avec un contact humain, forcément, vous imaginez bien qu'on ne fait pas le ROI par canal quand c'est comme ça. Il y a autant de mix canal, finalement, enfin, le nombre de mix canal possible est démultiplié. C'est pareil, effectivement, pour la prise en compte de ROI de l'agence, puisque forcément, des ventes en agence ont pu démarrer sur le web, des ventes réalisées sur le web ont pu être influencées par la présence d'une agence physique, et tout ça, c'est global. Il y a un point qui m'a frappé dans la précédente présentation, et auquel je crois très fort et que je répète souvent. Non, il n'y a qu'un seul point de contact, il n'y a qu'une marque. Le consommateur ne s'occupe pas du canal, il parle à une marque, et il s'attend à être reconnu à n'importe quel endroit. Et surtout que l'information de sa situation, hein, de la question qu'il a pu poser hier par le biais d'un email, soit parfaitement compris, et que le sujet soit déjà en train d'être traité quand il appelle ou quand il a un nouveau point de contact avec la marque. Parce qu'il n'y a bien que la marque et le consommateur. Ensuite, ce ne sont que des moyens, et les moyens, ce n'est pas son affaire. C'est à nous, professionnels, d'être capables de rendre l'expérience fluide, simple et évidente. Alors, après, c'est vrai que les différents canaux n'ont pas forcément la même structure de coût. C'est-à-dire laisser les gens en self-service sur le web, ça coûte pas grand-chose par client, entre guillemets. Avoir des conseillers clientèle ou avoir des agences ouvertes de 9h à 20h, ça a un certain coût. Donc, comment finalement vous allez choisir, orienter le client peut-être d'un canal à l'autre? Quelles sont les données finalement, enfin quels sont les facteurs qui vont permettre d'orienter le client vers le meilleur canal, et c'est quoi le meilleur canal? Alors, il n'y a pas de meilleur canal, c'est le meilleur canal pour vous. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu es plus à l'aise pour être appelé, pour recevoir un email, et encore une fois, ça peut dépendre aussi du produit que tu es en train de réserver ou du moment. On en a parlé, le type de voyage n'aura pas les mêmes attentes. En fait, il y a plusieurs critères. Alors, il n'y a pas de règle, hein, encore une fois, mais je vais vous citer en tout cas les critères qui ont été choisis, sélectionnés pour être déterminants dans le montage des scénarios, finalement, de réactivation. Ce qui est important avant tout, c'est de se dire que tout ça doit être fait en temps réel. Et forcément, comme je vous parlais du nombre d'informations et du nombre de sources d'informations qu'il peut y avoir, puisqu'on parle évidemment du type de voyage. Donc, il y a de très, très, très nombreux voyages avec différentes dates de départ et différents prix. Il y a effectivement le comportement. Le comportement, c'est-à-dire en fonction de la logique de Web Analytics que l'on a pu utiliser, en fonction du comportement qu'il a eu sur le site, la réactivation ne va pas être la même. Je vais prendre un exemple concret. Une personne qui est rentrée dans le tunnel, il a mis au panier. Et puis, soit parce qu'il passe plus de temps sur cette page, soit parce qu'il a fait un retour arrière. Et pour autant, on est dans un départ à moins de 7 jours. Là, ça justifie très clairement soit qu'on déclenche un chat, parce qu'il est pressé, il y a forcément un point qui n'est pas clair pour lui à ce moment-là, il y a urgence. Le téléphone peut être un moyen court de le contacter, mais le chat est encore plus court et plus immédiat. En tout état de cause, on est capable, avec son parcours et une analyse de web analyse, en site-centric, en utilisant Google Analytics ou un autre outil, d'identifier une forte suspicion de questions qu'il ne va pas nous poser immédiatement. Et puis à ce moment-là, évidemment, on ne va pas lui demander de venir, venez nous voir en agence, il y en a une pas très loin, vous prenez le métro et puis vous faites un changement là, vous verrez, ça vous prendra juste 1h30. Non, on lui répond immédiatement de manière à l'accompagner dans la finalisation de sa réservation. Ça, c'est un critère. Le prix de son voyage aussi. Le panier moyen chez ProVacances est de 1 500 € par dossier, donc pour 2,3 personnes. Un voyage, mais on a des voyages des dossiers qui pouvaient aller aux alentours de 5 000 € aussi. Il est clair qu'un panier à 3 ou 4 000 € est un petit peu plus impliquant. On a évidemment des attentes aussi plus fortes quand on dépense ce montant-là, même si on met déjà énormément d'émotionnel dans ses vacances, hein, au-delà même du prix. Il est important d'être très, très, très vigilant et d'être capable de réagir en temps réel, extrêmement vite, à l'attention d'un client qui soit passe plus de temps que nécessaire sur une page, soit fait machine arrière.
Donc, alors on va parler d'abandon de panier. Vous allez me dire, ah bah oui, la classique, oui, pas seulement, mais c'est quand même toujours bien, hein, en essayant de le faire un petit peu mieux que nos amis. Et puis, cet email, alors là, on va pas être sur un voyage en dernière minute, évidemment. On peut aussi l'incentiver pour aider à la conversion. Alors, c'est bien beau de mettre un incentive, hein, d'offrir soit une option, soit un surclassement, ce qu'on veut. Il y a des choses qui marchent très très bien. Il faut surtout être capable de lire la cannibalisation. Il est clair qu'une personne qui n'a pas réservé immédiatement son tunnel, il y en a beaucoup d'entre elles qui vont de toute façon revenir plus tard. Parce que pour des vacances, il y a un truc simple, hein, c'est que généralement, en moyenne en tout cas, on ne part pas seul. Donc, on en parle aussi avec le conjoint. Et puis deuxièmement, on doit généralement poser ses congés, donc demander à son N+1 aussi. Donc, entre le moment où on commence sa recherche et le moment du départ, voire même de l'acte tout simplement de réservation, je ne parle pas du départ, il se passe plusieurs semaines. En moyenne, il me semble que c'était 4 ou 5 semaines. Peut-être pas la moyenne, j'ai plus le chiffre en tête, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, en tout cas, il peut y avoir plusieurs semaines qui peuvent se passer. Donc forcément, il ne s'agit pas de manière intrusive de les relancer de manière extrêmement rapide. Certains d'entre eux vont de toute façon revenir, donc il faut être capable de lire la cannibalisation. Et c'est là que le choix du canal peut être important. Alors quand on parle d'abandon de panier, oui, on pense tout de suite à ces mails qu'on reçoit derrière en masse. Il n'y a pas que ça, évidemment, hein. Quand une personne fait marche arrière et qu'on active effectivement une fenêtre de chat juste pour lui dire « je suis là, si vous avez besoin de quelque chose, je peux vous aider », c'est aussi un rattrapage d'abandon de panier. Et sur cette stratégie-là, finalement, donc il y a toute la stratégie qui consiste à rentrer en relation avec lui finalement au moment où il est sur le site. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi en dehors du site finalement? Comment la connaissance de ce client-là, la connaissance de son besoin à un instant T va nous permettre finalement, au-delà de son site, une fois qu'il nous a quittés, qu'il est dans cette période de réflexion ou d'échange avec son conjoint, comment on va être capable finalement d'aller continuer à lui passer des messages qui sont non intrusifs mais qui vont permettre de garder le contact? Ce qui est sympa quand on vend du voyage, parce que c'est pas de la lessive, hein, c'est qu'il y a du rêve qui est associé. Comme je le disais, hein, on ne vend pas qu'une chambre d'hôtel ou qu'une destination, on vend aussi des émotions. Donc, pendant la préparation de son voyage, avant l'acte d'achat, mais aussi après, c'est vraiment important d'accompagner entre l'acte d'achat et le départ et pas de le laisser à ce moment-là complètement seul. Mais voilà, d'entretenir finalement l'idée des vacances qui arrivent après. En tout cas, avant l'acte d'achat, ce qui est important, c'est effectivement quand il est client et que c'est un réachat, on a un historique d'informations très important. Et donc, du coup, quand on le retrouve, par exemple, sur le site, alors toujours, je pars du principe que toutes ces données sont disponibles. Mais ça, voilà, il y a des spécialistes qui nous expliqueront après comment on le met en place. Moi, je pars du principe que tout ça est déjà en place, disponible, marche bien et de manière fluide, mais c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. En tout cas, une personne qui est là pour réacheter, on la reconnaît. On a du coup pas mal d'informations sur son précédent voyage, ses précédents goûts, les canaux aussi par lesquels elle est passée. Une personne qui revient, et là, on est capable d'identifier immédiatement qu'elle avait entamé sa réservation sur le web, mais qu'elle s'était rendue finalement dans l'agence de quartier, voilà, Chaussée d'Antin pour ne pas la citer, enfin peu importe. Ça, c'est des informations essentielles et qui vont nous guider très clairement dans les scénarios de réactivation. Enfin, de réactivation, d'activation, de rattrapage. Chacun peut les appeler après comme il veut en fonction de la stratégie qui est mise en place. En tout cas, ce qui est important, c'est que cet omnicanal, on le voit bien, hein, on parle de beaucoup de données, mais sur énormément de canaux, on a pu enregistrer au travers de ces tests une amélioration hors cannibalisation. C'est vraiment important, je le précise parce que souvent on l'oublie, d'au moins 30% de gains sur les taux de conversion. C'est suffisamment significatif pour considérer que ce n'est pas que du marketing, au sens le plus péjoratif que certains peuvent avoir quand on dit ça comme ça, mais en tout cas que c'est de la satisfaction. Moi, j'aime y voir, dans ce genre de gains sur le taux de conversion, j'y vois surtout une amélioration de la satisfaction et de l'expérience d'achat. Parce que voilà, si le consommateur a plus acheté, je pense que c'est parce qu'il a été plus satisfait aussi par son expérience d'achat. Je n'ai aucune idée du temps. On va avancer sur le deuxième sujet finalement. Donc là, on était sur un achat impliquant, sur une décision d'achat qui est finalement relativement longue. Comment ça se passe dans une enseigne comme DIM?
peut-être son histoire aussi sur le physique, le digital, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place finalement dans une enseigne sur lesquelles peut-être que les cycles d'achat sont un petit peu plus courts. Et justement, il faut savoir agir au bon moment pour conserver le lien avec le client. Clairement. Alors, on n'achète pas un voyage à 1 500 € comme on achète une paire de collants à 7 €. Je vous confirme. C'est pas aussi impliquant. Même si là aussi, il y a une majorité de femmes, parce que la femme est prescriptrice dans le voyage. On le disait tout à l'heure, 86% des recherches se font sur Internet avant d'être achetées en magasin. C'est le fameux ROPO, hein. Research Online, Purchase Offline. Ce qui voudrait dire alors que le web est un canal de découverte et puis que les achats en fait se font dans les magasins, ce sera un petit peu trop simple. Hein, ça se fait pas que comme ça. Et encore une fois, voilà, c'est les spécificités de chacun d'entre nous. Et puis en plus, on ne fait pas tout le temps pareil. Donc ce qu'on peut faire un jour, on fera différemment un autre jour. Donc c'est pour ça que la data en temps réel est essentielle parce qu'il n'y a pas de règles. C'est comme ça que c'est rigolo. Alors là encore, il y a plusieurs canaux, 2 canaux principaux, en tous les cas chez DIM, puisque certains en ont un peu plus. Mais en tout cas, il y a le web mobile, où la transformation est un petit peu plus élevée que sur le travel. On est plutôt sur du 2 à 5% sur le site quand on est à 25-30% en boutique. Alors je parle des boutiques DIM, il y en a très peu, il y en a une dizaine. Je ne parle pas effectivement de la conversion, puisque DIM est présent partout, hein, dans toutes les grandes surfaces. Voilà, c'est ce qui a aussi rendu le jeu un peu plus complexe et assez rigolo sur DIM, c'est qu'aujourd'hui, créer un site internet DIM, sachant que la marque était déjà très 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 en retard sur le digital, puisque Etam, son principal concurrent, avait lancé son site 10 ans avant, donc bénéficiait évidemment de la prime au premier entrant. C'était un petit peu plus compliqué parce que les produits DIM, finalement, vous en trouvez partout. Je vous promets que je peux partir de la salle et en moins de 5 minutes, vous trouvez un produit DIM. Maintenant, je n'aurai pas le choix, évidemment, du site internet, et ça, c'est quand même important. Je n'aurai pas forcément ma taille ou le choix de la couleur. Donc, en tout cas, on a fait en sorte de construire une légitimité autour de cette boutique, mais surtout une vraie interaction et justification, utilité en tous les cas, par rapport au réseau de boutiques. C'est vrai que pendant très longtemps, on les a opposés, ces 2 canaux, quitte à créer des frictions assez importantes entre les différentes organisations, et ça a amené pas mal des consultants qui se sont fait payer très cher pour faire la fameuse transformation, et toujours encore d'ailleurs, pour la fameuse transformation digitale à l'intérieur des organisations. Parce qu'il y avait la direction du réseau physique et puis la direction e-commerce. Et puis on se regardait un peu en chien de faïence quand les chiffres étaient bons. Quand ils étaient mauvais, en tout cas, c'était la faute de l'autre qui lui avait piqué ses chiffres. Voilà. Il faut vraiment essayer d'oublier ce genre de choses. Je crois que c'est Catherine Barba qui publiait « Le magasin n'est pas mort ». Non, non, certainement pas. Et plus que jamais, le magasin est nécessaire. Et plus que jamais aussi, le magasin a besoin du web. Alors, il y avait des choses qui étaient des interactions, en tous les cas, qui étaient vraiment intéressantes et on en a parlé un petit peu précédemment. Donc, concrètement, en tous les cas, chez DIM, comment ça se passait? C'est que donc les recherches démarrent sur Internet parce que c'est forcément plus facile d'être à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans son canapé ou ailleurs en train de regarder les différents sous-vêtements, paires de collants aussi variés qu'on peut imaginer. Mais c'est vrai qu'au moment de l'acheter, parfois on se dit ah ouais mais alors je suis pas sûre que ce soit ma taille parce que ils me disent bien hauteur-largeur, mais enfin moi la hauteur ça va mais pas la largeur ou inversement. Bon, donc c'est compliqué. Puis alors là c'est vrai que sur mon écran Retina, je sais pas quoi, la couleur elle a l'air super, mais je suis pas sûre que pour aller avec mon petit ensemble ce serait identique. Donc une fois qu'on a jeté son dévolu sur un produit, ce qui est bien, c'est de pouvoir le réserver et puis qu'on nous dise tiens, il y a une boutique juste en bas de chez vous. C'est pas le moment de lui, elle n'a pas besoin d'exprimer, c'est mieux de pas la faire sortir de son environnement produit parce qu'elle est, elle vient d'avoir un coup de cœur et de le choisir. Donc on va pas maintenant lui demander et quelle boutique vous préféreriez, puis taper votre code postal et puis non, on lui propose automatiquement en détectant son emplacement où est-ce qu'il y a une boutique, mais enfin pas n'importe laquelle aussi, une boutique où il y a son produit et sa taille et sa couleur si possible. Et là on peut commencer à se dire que ça se complique un petit peu, mais
priori, on est capable de le faire. Et à ce moment-là, ce qui est bien, c'est de lui dire que, voilà, à partir de dans 1 heure, elle peut aller l'essayer, le changer, en essayer un autre, parce qu'évidemment, en temps réel, il a été mis de côté à son nom, à son attention, et que quand elle arrive en boutique, elle est reconnue. Et puis on sait aussi, quand elle arrive en boutique, les autres produits qu'elle a regardés, avec lesquels donc peut-être elle a hésité. Donc ça, c'est bien. Ce serait bien. C'est des choses qui étaient en train d'être mises en place quand j'ai quitté voilà, la société. En tout cas, c'était le projet qui avait été posé. Donc voilà, je fais confiance aux équipes pour avancer dans ce sens-là. Ce qui est important aussi... Juste sur ce scénario-là qui est intéressant, c'est finalement de se dire quel type de valeur on saurait calculer. C'est-à-dire que est-ce que le fait d'aller transmettre les historiques d'achat ou les historiques de navigation dans le magasin, ça permet de créer une valeur ajoutée ou pas? Est-ce que ça crée une relation différenciante entre le conseiller en magasin et son consommateur? Enfin, qu'est-ce qu'on cherche à faire finalement par là même? C'est important d'être surprenant, différent, mais surtout pertinent. Si j'ai regardé en effet 10 produits, que j'en ai choisi un, après il y a des scorings à évaluer en effet, parce que moi j'aime bien faire du shopping sur internet. Si j'en ai regardé 50, c'est pas forcément une information pertinente à donner en caisse, et puis qu'elles sortent les 50. Enfin voilà, non, il faut pas, encore une fois, noyer, il faut être pertinent. Donc par rapport à celui que j'ai finalement choisi, il y a des scorings qu'on est capable de calculer sur ceux qui sont le plus pertinents. Le fameux Amazon, hein, ceux qui ont acheté ce produit ont également acheté celui-ci. Ben voilà. L'idée, c'est de faire un petit peu ce principe-là. De toute façon, il y a une statistique qui est intéressante, puisque ce principe de pré-réservé entre guillemets sur Internet et de venir le chercher en boutique physique, c'est ce qu'on appelle le click and collect. Il faut savoir que près de 40% des personnes qui viennent prendre leur click and collect en boutique achètent autre chose. Alors c'est un cercle qui est très vertueux. Et bizarrement, dans ces cas-là, les organisations, elles sont moins silotées, puis ils sont plutôt contents, les magasins physiques, que le web leur amène des gens à pousser la porte, à venir chercher un colis, mais aussi à réaliser une vente et une vente complémentaire. Pour réaliser cette vente complémentaire, c'est en donnant de l'information, évidemment, en caisse. Alors, d'avoir un accueil personnalisé, il y a un livre dans le marketing qui s'appelle La Vache Pourpre. Je ne sais pas si vous connaissez, je crois qu'il n'est pas très récent, mais voilà, c'est sûr, quand vous promenez dans la campagne, au bout d'un moment, vous ne les voyez plus, les vaches, parce qu'il y en a beaucoup. Je peux vous dire que si vous en voyez une qui est violette ou vert fluo, on va se retourner, parce qu'en effet, c'est étonnant. Alors, ne pas peut-être se déguiser dans la boutique, ce n'est pas du tout mon propos, mais c'est simplement de créer une expérience, en tous les cas, qui soit intéressante, pertinente, voire surprenante. Pourquoi pas? Donc, effectivement, de manière à ce qu'on puisse lui dire « Ah bah tiens, regardez, je vous ai également trouvé ça, il me semble que voilà, ça pourrait vous intéresser. » Oui, forcément, la vendeuse, elle sait qu'elle l'a regardé et que c'est un produit très similaire au produit qu'elle vient d'acheter. C'est surprenant. Ça fait plaisir en tout cas, d'avoir quelqu'un qui vous comprend. Ok. Bon, ouais, je pense qu'on reverra aussi cette notion de click and collect. Elle a été développée par Guy Degraine, donc Céline Malgras viendra nous en parler tout à l'heure aussi de son expérience sur la mise en place de ces stratégies. Et donc finalement, comment arriver à engager un consommateur lorsqu'il se trouve dans sa découverte du produit sur Internet pour l'amener en magasin et lui amener de la valeur ajoutée, éventuellement prendre un rendez-vous personnalisé. Donc il y a pas mal de stratégies qui vont permettre vraiment de créer de la valeur ajoutée pour le consommateur, quoi. Et puis juste un dernier point, en effet, ce qui est intéressant, c'est de mémoriser son historique d'achat, parce que vous avez dû remarquer qu'on vous demande tout le temps si vous avez bien la carte de fidélité du magasin à chaque fois que vous passez en caisse. Alors c'est un peu agaçant, mais néanmoins c'est très utile, parce que derrière ça vous permettra d'avoir des recommandations normalement adaptées. Et donc typiquement quand la personne va récupérer et essayer ses sous-vêtements d'Im en boutique, le fait qu'elle soit enregistrée derrière quand elle revient sur le site, ça va nous permettre aussi, dans les fameuses têtes de gondole, espace vitrine, de ne pas pousser l'immense variété de produits de manière aléatoire, ou tout simplement de pousser les meilleures ventes, parce que non, ce n'est pas n'importe qui, c'est Madame Machin qui a acheté ça le mois dernier dans telle boutique, et donc à nous d'être pertinents. Pour exemple, quand on lançait un produit phare, parce qu'il y avait 2 à 3 innovations par an, ce qui est intéressant, c'est que dans les 15 jours qui suivent
la réception de la commande, on demande effectivement si la cliente est satisfaite. Déjà, ça veut dire j'ai une attention sincère, une attention bienveillante. Et puis, je vous offre une promo, enfin en tout cas un avantage client sur le même produit mais d'une autre couleur. Et puis, pourquoi pas sur le bas aussi, des produits complémentaires par rapport à un achat qu'on sait qu'elle vient de faire. Voilà. Okay. Donc, on voit bien en effet que la collecte de cette donnée, elle nous permet d'avoir une pertinence si elle est bien utilisée, c'est-à-dire au bon moment, si elle est utilisée avec la permission d'utilisateur, c'est-à-dire vraiment au moment où lui s'est engagé avec la marque et pas finalement à n'importe quel moment. Donc, il y a beaucoup de précautions finalement dans l'usage de cette data et respecter finalement la propriété de la data qui est celle de l'utilisateur. Finalement, c'est lui qui possède ses propres données. Exactement. Et toujours penser que ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas que des taux de conversion, hein, comme je le disais tout à l'heure. Tout ça ne doit être fait. Enfin, je pense que c'est la meilleure manière de le faire bien, c'est de ne penser que ça doit être fait que dans l'intérêt du consommateur et que c'est sa satisfaction qui est en jeu. De toute façon, je crois qu'on s'en rend très vite compte quand même quand on est dans l'intrusion, clairement. Ok, ce que je vous propose, c'est qu'on passe peut-être à peut-être des questions de la salle ou des discussions ou des points peut-être que vous aimeriez voir abordés, soit par les intervenants qu'on a vus ce matin, soit un petit peu un peu après avec Céline Malgras, avec Olivier ou avec moi-même. Donc, ce serait bien de vous laisser la parole pour des interventions ou des questions. Bonjour. J'ai bien entendu ce matin, pas dans votre intervention, mais dans les interventions précédentes, qu'on avait un effet je sais plus quoi, de chaîne ou de maillage sur la grande diversité des produits qui étaient proposés sur les boutiques en ligne. Et puis, à l'inverse, vous insistiez sur l'intérêt de faire un choix entre l'offre de produits et de véritablement avoir des offres qui sont beaucoup moins importantes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre ces deux points ? Oui, bonjour. Moi, c'était sur l'attribution de la conversion dans une perspective omnicanal, parce que vous faites des investissements sur Internet, vous savez très bien que sur Google, ça va être c'est votre marque qui va beaucoup transformer, mais ça ne veut pas dire que les mots-clés génériques avant pas transformer. C'est encore plus compliqué si vous avez des boutiques. Donc, comment vous faites après concrètement pour votre choix mix média, savoir, voilà, il ne faut pas que j'arrête d'investir sur tel canal parce que je ne vois pas de conversion. Donc, si vous aviez des réponses concrètes là-dessus. Oui, alors en tout cas, la première question, je pense qu'on c'est clair qu'on est bien là sur une tension entre à la fois l'envie de proposer un large assortiment et donc d'aller vers la longue traîne, et puis de l'autre, ce qu'a expliqué Julien, c'est qu'en même temps, le consommateur soumis à cet excès ou cette surcharge de choix, ça peut avoir aussi des effets contraires. Donc, je trouve que alors après, ça dépend un peu du type de produit ou de service, donc du sécurité. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec votre point. Hein. C'est vrai que on est perplexe par rapport à ça, mais je crois qu'au final, on dit la même chose dans le sens où on est d'accord pour dire que le choix semble plus attractif, mais on est aussi d'accord pour dire que si la totalité du choix est juste laissée comme ça, à disposition de l'internaute et sans outils d'affinage, mais surtout sans science de ciblage, c'est à nous, en tant qu'annonceurs ou magasins, d'être capables de ne lui offrir qu'une sélection. Donc finalement, le choix disponible est une raison de venir. En revanche, si trop de choix m'est proposé, c'est une raison de partir. Non, je suis claire ou c'est ça ? De toute façon, après, le couplage, ce qui est important, c'est le couplage ensuite avec des algorithmes. Le choix seul, sans algorithme de recommandation, de recherche, effectivement, a des effets contre-productifs. Mais si on a des bons algorithmes pour filtrer, qu'est-ce qui fait le succès d'Amazon ou de Netflix, c'est vraiment derrière les algorithmes et ce qui permet vraiment d'affiner, de cibler. Et la satisfaction du consommateur, elle est, oui, on m'a recommandé,
on m'a permis d'aller choisir soit vers les produits stars, soit vers la longue traîne. Et après, là, le message que je disais, c'est quand on est sur des produits entre les deux, c'est plus difficile. Donc Simon Le Baillon, je voulais rebondir justement sur cette notion d'algorithme et sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, qui était à la place de l'humain. Dans ce que vous dites, il faut humaniser finalement la relation commerciale. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tendance. Alors autour du buzzword Big Data, on est sur il faut développer des algos, des systèmes experts, très compétents, très automatisés, mais qui génèrent aussi les absurdités que vous nous avez montrées tout à l'heure. Et de l'autre côté, c'est dans cette idée d'humaniser la relation, enfin, où est-ce qu'on le positionne l'humain? Est-ce qu'on positionne l'humain dans la conception de ces algorithmes très alambiqués, avec le risque de reproduire ce qui s'est passé dans les années 80 avec le data warehouse et les gestions de fidélité chez Walmart et son pack de bière et ses couches? Bref, ça ne sert à rien. Ou est-ce qu'on positionne finalement l'humain dans une relation commerciale augmentée et aller vers un finalement super Jean-Claude Convenant du web qui est en capacité de vendre, de réaliser 40 actes d'achat à l'heure, là où un vendeur plus traditionnel serait en capacité d'en réaliser un ou deux. J'espère que ma question était claire ou qu'elle vous permet de rebondir. Merci. Je pense qu'en tout cas, c'est moins qu'une question, c'est une remarque qui est pertinente. Je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse, mais en tout cas, le problème est bien posé. Non, moi je dirais simplement, la question est tout à fait légitime, elle est bonne. Je dirais simplement que la donnée, ça serait toujours qu'un outil, qu'un moyen de parfaire, d'améliorer la relation client et de répondre de façon plus spécifique, plus appropriée, plus pertinente aux shoppers, tout simplement. Les lacunes qu'on a vues sur Internet, et on en reparlait il y a une dizaine, quinzaine d'années, quand on avait peur de faire un achat sur Internet parce qu'on ne savait pas qui c'est qui était derrière le site. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va me délivrer un produit dans une semaine? Tous ces points d'interrogation qu'on a sur le web, ils s'éteignent dès lors qu'on a un contact humain, que ce soit en direct en boutique ou que ce soit par du clic ou voilà, ce que vous voulez. Mais dès qu'il y a un conseil humain en direct, ça permet de rassurer le client et ça permet d'approfondir et de résoudre des micro-problèmes, je dirais. C'est rarement des problèmes d'envergure, c'est souvent des micro-problèmes, mais qui sont très différents d'un consommateur à l'autre et qui vont parfois, même souvent, mener au non-achat ou à des interrogations qui vont faire décaler le panier ou annuler le panier. Voilà. Donc je pense que la donnée, moi je dirais que c'est plus un outil qui doit être bien géré derrière, qui doit être bien optimisé, qui doit être bien approprié par des vendeurs ou par la marque en général, de façon à répondre de façon plus pertinente aux shoppers. Pas grand-chose à ajouter, je crois qu'on est bien d'accord. Le problème est clairement posé, identifié, et il faut faire des tests pour voir où on peut et jusqu'où on peut pousser le curseur, mais l'humain doit absolument être présent dans la chaîne de valeur, ça c'est clair. Et ne doit pas en sortir. L'algorithme ne vient qu'apporter des données supplémentaires et des moyens supplémentaires, mais ne remplace pas en tout cas. Alors moi je veux bien répondre sur la partie de l'attribution. Non pas que j'ai la réponse, parce que je ne l'ai pas. Le multi-point de contact, multi-touch, enfin bon, pour tous les noms qu'on veut, c'est un problème que l'on a tous. Alors pendant très longtemps, on attribuait au dernier clic. Comme ça, on était sûr. Voilà. C'est lui qui m'a amené à convertir le plus proche de la carte bleue. Ouais. Bon. Non. Parce que dans la très très grande majorité des cas, c'était que Google. Et puis quand on coupait tous les autres, bizarrement, le chiffre d'affaires, il baissait aussi. Pour ceux qui avaient fait le test grandeur nature ou en tout cas sur un lot témoin. Donc non, aujourd'hui, beaucoup travaillent à la mise en place de scoring. En tout cas, on est capable de retracer l'historique des points de contact qui ont amené à cette vente. Donc, ce qui veut dire que vous avez eu 1, 2, 5 points de contact, publicitaires ou payants, en tout cas, ou pas payants, enfin je veux dire publicitaires ou relationnels, pardon, depuis son entrée dans le parcours. On a parlé de plusieurs semaines pour réserver un voyage, donc vous imaginez bien qu'il y en a une succession. Et puis ensuite, en fonction de son emplacement dans la chaîne et puis de l'impact qu'on pense qu'il a pu avoir, en tout cas il y a différents scénarios. Alors je vous rassure, il y en a beaucoup, puis on se concentre généralement sur les 5 qui représentent 80% du parcours. On met en place des scorings d'attribution du montant investi global pour calculer le retour sur investissement.
Bon, voilà, ça s'appelle la polyattribution et il y a des outils de plus en plus sur le marché qui cherchent à nous aider dans ce sens. C'est une vraie problématique quand les budgets marketing deviennent aussi conséquents et notamment voilà, quand Google représente une telle part du budget et qu'il y a plusieurs mots-clés qui sont responsables d'une vente. Et la part du offline, parce que du coup, vous n'avez pas de stats sur le offline. Ah si, alors ça... Pour relier les deux, en fait. Ouais, et ben alors ça, alors il y a deux choses déjà. D'une part, le offline, il y a la pub, type télé ou autre. Moi, je viens que du online. Donc quand je me suis mis à faire de la pub télé, je suis un peu tombée des nues. Je disais comment ça, je n'ai pas, voilà, ça s'arrête juste à de l'exposition. Enfin, c'est pas qualifié. Derrière, comment est-ce qu'on peut évaluer le bénéfice en termes de trafic, voire même le bénéfice en termes d'incitation, au moins à la vente, voire en vente. Non, GRP, j'ai tout dit avec GRP. Bon, néanmoins, j'ai trouvé des solutions parce que ça me semblait juste, quand on vient pas de ce milieu-là, ça me semblait pas concevable. Et maintenant, il y a des choses qui se généralisent en plus. En fait, vous êtes capable de rapprocher le trafic de votre site déjà par rapport à la diffusion des spots télé à la minute. Et donc là, vous êtes capable, par rapport à une courbe naturelle, de détecter un incrémental dans les 7 minutes qui suivent en moyenne dû à la diffusion du spot télé. Ça montre des pics assez conséquents, hein, qui sont de l'ordre de plus 300%, donc ils sont parfaitement identifiables. En revanche, évidemment, il n'y a pas que l'impact dans ces 7 minutes qui suivent et on ne peut pas le lire dans le reste. Enfin, d'ores et déjà, ça permet d'avoir une bonne lecture de l'impact direct de chacun des spots, et je peux vous dire que d'une année à l'autre, en tous les cas, voire d'une semaine à l'autre, j'étais capable de refaire le brief et la répartition média sur les spots, sur les chaînes, sur les timings, hein, prime time, day, etc., pour optimiser en fonction. Et l'investissement média télé est optimisable. Arrêtons de penser ce que disait l'agence, que le GRP est une fin en soi. Je ne le pense pas en tout cas. Et la deuxième chose par rapport à offline, c'est vrai que sur les agences, on a du coup attribué en tous les cas une valeur et un revenu notamment à nos agences, mais aussi au téléphone en fonction du rôle qui ont été joués dans la vente. Puisque j'ai parlé de 80% des ventes qui étaient initiées sur Internet et 80% qui se terminaient avec un contact physique. Et ben, une vente, si elle a eu besoin par exemple de 3 canaux, web, téléphone, agence, et ben, je considère en tous les cas que chacun des canaux a eu sa part de responsabilité à part égale. D'un point de vue publicitaire, on fait de l'attribution par scoring. Par canaux, pour l'instant, on n'en est pas capable, donc on le fait de manière équitable en fonction du nombre de canaux qui a été engagé. Très bien. Ça ne vaut pas pour règle d'or, c'est... Voilà.